À Diacksao, dans la banlieue dakaroise, 2000 tonnes de riz impropres à la consommation ont été saisies, ce qui représente 230 millions de francs CFA. D'après la gendarmerie, 2000 tonnes de riz seraient encore en circulation sur le marché national. Pour plus d'informations, écoutons le commandant de la brigade, Abdoumbeng. Ses propos sont recueillis par Salif Sow. Nous avons exploité le dit renseignement qui nous a conduit donc à la découverte de ce stock qui est estimé à 2000 tonnes. La conclusion est sans équivoque, le riz est impropre à la consommation humaine. Nous avons placé le magasin sous scellé. Il fallait donc prendre les dispositions pour que le propriétaire ne puisse pas écouler, en tout cas ce que nous avons trouvé sur place. C'est une dame dont j'ai tairé le nom, qui aurait acquis donc, le riz d'une banque de la place. D'après elle, au début c'était une quantité de 4000 tonnes. Les consommateurs sont-ils en mesure de faire la différence entre la viande d'âne et la viande de bœuf? Une question légitime suite à l'annonce de la SOGAS selon laquelle de la viande d'âne circule sur le marché national. Pour de nombreux consommateurs, mieux vaut faire confiance à son boucher. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba sont partis à leur rencontre, suivons leur reportage. Elle arpente les rues de la Médina, paniers et sacs bien remplis. Ces dames viennent du marché Tilène. De la viande, elle en achète souvent. Mais arrive-t-elle à distinguer la viande de bœuf à celle d'âne? Je prends toutes mes dispositions maintenant. Depuis que l'histoire de la viande d'âne défraie la chronique, je demande juste aux gens d'être beaucoup plus vigilants parce que ce n'est pas du tout sûr. Je recommande aux consommateurs d'aller vers leur fidèle boucher. C'est mieux. Moi qui vous parle, j'ai mon propre client. Je ne fais même pas de commande par mesure de précaution. Se laisser guider par son boucher habituel, cette ménagère se veut aussi prudente. Moi, je préfère la viande de bœuf et je sais très bien faire la différence. Quand je regarde l'entrecôte, le gigot et les autres parties, je ne peux guère me tromper. Il faut juste que les acheteurs soient plus vigilants. Comment alors reconnaître la viande d'âne? La viande d'âne, c'est plus ferme, plus dur. jàpp naa ni yàpp mbaam sëf moo gën a dëgër dafay faral di xonk jàpp lu xaw a ñuul te su fekkente ne yàpp nag la dafay faral di nooy yàpp bu rafet yàpp mbaam sëf mës naa ko gis benn yoon fële suñu dëkk Mali. Une petite démonstration pas connue de tous. Si El Hadji Idrissa Dramé fait partie des connaisseurs, d'autres consommateurs restent vigilants et craignent même pour leur santé. Pour de nombreux bouchers, tout va bien. Leur clientèle répond toujours présent. La présence de viande d'âne sur le marché national n'a pas d'impact sur leur vente. Cependant, ils indexent leurs collègues qui vendent illégalement une viande impropre à la consommation. Leur réaction dans ce reportage signé Aïssatou Paye et Diafaraba. Le tollé soulevé par l'affaire de la viande d'âne n'inquiète nullement les bouchers 6 à la rue 5, angle Corniche. Sadir répète ses gestes depuis bien longtemps. Il soutient Mordicus, ventre de la viande de qualité certifiée, ce qui lui a permis de fidéliser ses clients. Nous n'avons jamais vendu de la viande d'âne. Je crois que tout le monde nous connaît. Nous avons toujours les mêmes clients. Ils nous font confiance depuis longtemps. Nous cheminons ensemble, même lorsque nos clients voyagent, ils envoient quelqu'un pour s'approvisionner. C'est un secret de polichinelle maintenant. Nous n'avons pas peur et nous sommes sûrs et nous garantissons ce que nous vendons. Nous ne vendons pas de la viande d'âne, que Dieu nous en préserve. Pour ce boucher, leur intégrité n'est plus à démontrer, et ce, depuis belle lurette. Depuis 27 ans que je m'active dans le secteur, je n'ai jamais vu de viande d'âne. Évidemment que les consommateurs nous font confiance. Le marché existe depuis plus de 100 ans. Nos grands-parents étaient là bien avant nous. Et c'est même la progéniture de leurs clients qui viennent jusqu'à présent. Ce n'est qu'un legs. S'il y a des bouchers qui font autre chose, cela n'engage que. Aucun impact sur la vente de grillades. Les brochettes se vendent bien. Le chiffre d'affaires ne baisse pas. Les Sénégalais achètent jusqu'à présent nos brochettes qui sont délicieuses. Je remercie le Seigneur, tout se passe bien. La viande est certifiée.
Moi, Bilou, je ne me plains pas. Les clients continuent de venir et je rends grâce à Dieu. Si d'aucuns pointent du doigt certains vendeurs, les Sénégalais continuent toujours de consommer et la viande de mouton et celle de bœuf. La viande d'âne est impropre à la consommation, une information largement véhiculée par les médias et ce depuis l'annonce de la Sogas. Mais alors pourquoi cette viande serait-elle dangereuse pour la santé? D'après le docteur Moustapha Biaye, le consommateur s'expose à des infections telles que les zoonoses. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par notre correspondant Moudumbaï. Tout animal qui n'est pas abattu dans un milieu autorisé est considéré comme un abattage clandestin. Donc les abattages clandestins peuvent engendrer beaucoup de conséquences sanitaires, notamment en ce qui concerne les maladies qui sont communes à l'homme et à l'animal et qu'on appelle plus particulièrement les zoonoses. Donc pour éviter d'attraper ces maladies, il faut que la viande passe nécessairement par le service vétérinaire. C'est pour éviter d'attraper une maladie commune à l'homme et à l'animal, une zoonose, par exemple la tuberculose, qui est très répandue ces temps-ci dans le pays. Voilà, on parle de toute autre chose à présent. Le stade Léopold Sédar Senghor, c'est là que se déroulent les grands matchs de football au Sénégal. Pourtant, aux abords du stade, difficile de ne pas voir les déchets qui jonchent le sol. Un décor peu reluisant et loin d'honorer le football sénégalais. C'est l'avis de nombreux riverains rencontrés par la rédaction. Direction le stade Léopold Sédar Senghor, c'est avec Ibou Diouf et Mohamed Dien. De loin, ce palais des sports garde tout son charme. Et pourtant, les alentours du stade Léopold Sédar Senghor sont guère appréciables. Cette saleté cohabite avec les riverains. Comme vous le remarquez, c'est l'insalubrité totale. Surtout qu'il y a le stade et qu'on organise donc des rencontres sportives. Je pense que la meilleure manière, c'est de prendre en compte donc, cette institution. Et en toute honnêteté, on aurait aimé que tous ces boulots qu'on fasse ici, qu'il y ait un suivi. Parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre de l'argent dedans et après ça revient au même. Parce qu'on est vraiment fatigué et ça c'est de la saleté. À côté du stade Léopold Sédar Senghor, chauffeurs, mécaniciens et vendeurs de nourriture vivent avec ces eaux usées et ces tas d'immondices. Nous avons perdu toute notre clientèle et c'est à cause de l'insalubrité et des ordures. Cette situation ne nous arrange pas. Ce lieu est notre gagne-pain. Chaque jour, on essaie de nettoyer les lieux. Mais avec les eaux usées, c'est compliqué. La nouvelle face du stade Léopold Sédar Senghor ôte à la structure tout son symbole, une fierté nationale. Franchement, n'est pas honorable quoi. Et puis quand tu as des étrangers, tu passes par là, tu es vraiment gêné. Il faut que les autorités aussi prennent en charge aussi la place pour que justement nous ayons la place qu'elle mérite. À quelques jours du regroupement de l'équipe nationale de football du Sénégal, en vue des prochaines sorties africaines, cet espace reste insalubre. Le stade Léopold Sédar Senghor, vous retrouvez tout son charme. En conférence de presse au Cap des Biches, l'Église déplore la pléthore des partis politiques. Selon Monseigneur Benjamin Ndiaye, certains hommes politiques ne sont mus que par des intérêts personnels. Les évêques se sont en outre prononcés sur le dialogue national qu'ils veulent franc et inclusif. Plus de détails avec Ousseynou Thiam et Biradiagne. Après chaque pèlerinage marial de Popenguine, les évêques du Sénégal se retrouvent au foyer de charité des Cap des Biches pour se pencher sur la vie de l'Église et sur la situation socio-politique. Sur le dialogue convoqué par le chef de l'État, la position de l'Église est claire. Dans toute démocratie, il y en a qui exercent le pouvoir parce qu'ils l'ont gagné et il y en a qui s'opposent. Puis que les politiciens nous aident à mettre de l'ordre dans ce pays. Comment voulez-vous un petit pays comme le Sénégal qui se paye plus de 250 partis politiques? Où est-ce qu'on va avec ça? Chacun veut créer sa chapelle et va aller autour du dialogue faire du chantage pour avoir une place. Est-ce que c'est ça le vrai dialogue? Non. Là encore, la politique, c'est le service de la cité. Est-ce que nos politiciens sont vraiment investis du souci de se mettre au service de la cité?
Voilà le véritable enjeu. Sur la crise qui continue de secouer l'éducation, les évêques regrettent et suggèrent. À quand une année scolaire sans perturbation? Les intérêts partisans qui l'emportent sur l'intérêt général. Et qu'on accepte les règles du jeu, parce que je peux défendre un droit, mais qui n'est pas immédiatement réalisable. Mais où se situe l'intérêt général, le bien commun? Est-ce que pour mon intérêt particulier, je peux bloquer la vie d'une nation? C'est ça le fond du problème. Maintenant, il appartient aux acteurs sur le terrain à voir où se situe leur responsabilité et à la prendre en toute honnêteté. Des religieux qui se félicitent du bon déroulement du dernier pèlerinage marial de Popenguine et l'innovation apportée sur le port de Badje. En outre, ils prient pour un bon hivernage et un Sénégal de paix et de prospérité. Autre sujet évoqué par les évêques du Sénégal, la crise sénégalo-gambienne. D'après ces religieux, les négociations doivent se poursuivre dans la franchise et la fraternité. Écoutons l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Occupés par les difficultés vécues par les populations des deux pays, le Sénégal et la Gambie, les évêques encouragent les deux gouvernements à poursuivre le dialogue entamé de manière franche et fraternelle pour une solution durable des différents problèmes en vue du bien de tous. Je vous l'annonçais en titre, 22 ans après la disparition du capitaine Mbaye Diagne, le secrétaire général de l'ONU a remis une médaille à la famille du défunt. Observateur militaire de la mission des Nations Unies pour l'assistance, le djembar sénégalais est décédé à Kigali au Rwanda quand un obus a explosé à côté de son véhicule. Ban Ki-moon a remis à sa famille une médaille pour acte de courage exceptionnel. Adi Atala. Le 31 mai 1994, le vaillant capitaine de l'armée nationale Mbaye Diagne, en mission à Kigali, a perdu la vie en sauvant des vies. 2 décennies plus tard, l'Organisation des Nations Unies lui rend hommage et lui décerne la médaille intitulée Capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel, et cela à titre posthume. La distinction est remise à son épouse par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon. Une consécration qui va sûrement atténuer la douleur de la famille du défunt. Le Conseil de sécurité de l'ONU déclare avoir regretté de n'avoir jamais adressé des remerciements à la famille de feu Mbaye Diagne, même si une médaille Mbaye Diagne a été créée en 2014. À travers cette distinction, ce sont les militaires, les policiers et le personnel civil des Nations Unies qui ont bravé des dangers en s'acquittant de leur mission qui ont été honorés. Le capitaine Mbaye Diagne est décédé le 31 mai 1994 à Kigali quand un obus a explosé à côté de son véhicule. C'était à 12 jours de la fin de son service. Il est devenu héros pour avoir sauvé des centaines de personnes lors du génocide rwandais. Désormais, il est interdit aux membres du gouvernement et de l'administration d'utiliser les services de messagerie Internet basés à l'étranger. Une instruction du chef de l'État qui invite les agents concernés à s'en tenir aux services de messagerie officiels déployés par l'ADIE, plus sécurisés que les adresses e-mail publiques. Plus de détails avec Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Plus de 1000 commerciaux pour traiter de l'information gouvernementale. Une circulaire du chef de l'État interdit l'utilisation de ces sites Internet aux agents de l'administration sénégalaise. Il s'agit là aussi un peu de crédibiliser l'information du gouvernement parce que quand même, à un niveau très élevé de l'État, on constate que des personnes travaillant dans l'administration utilisent toujours des messageries qui ne sont pas des messageries du gouvernement. Cela est inacceptable au sein du pays si nous voulons véritablement crédibiliser notre pays, que ce soit ici mais aussi à l'étranger. Parce que quand même, il n'est pas du tout commode de voir nos ministres qui a une carte de visite où on a mis une messagerie de Gmail ou Hotmail. L'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, suggère aux administrés de se rapprocher de son réseau pour plus de sécurité et de sauvegarde de l'information étatique. Aujourd'hui, l'Agence de l'informatique de l'État dispose du principal centre de ressources pour l'État du Sénégal et a aujourd'hui la principale messagerie du gouvernement, notamment la messagerie avec l'extension gouv.sn. Pour son directeur général, c'est surtout pour une question de souveraineté nationale que ces décisions doivent être respectées. Nos données doivent être préservées.
Parce que là, il s'agit d'une souveraineté de l'État. Il ne faudrait pas que en tout cas, les données sensibles de l'État du Sénégal se retrouvent un peu partout dans le monde. Le site gouv.sn, logé dans le réseau de l'ADIE, demeure la solution pour aider l'État à pouvoir sécuriser ses données. Création de 2034 260 000 emplois en l'espace de 4 ans, une annonce du gouvernement à laquelle tout le monde ne croit pas. Pour l'économiste Ndongo Samba Sila, les chiffres ne peuvent être donnés sans preuve à l'appui. Sa réaction dans ce reportage signé Mamadou Fall et Ababakar Kamara. 234 260 emplois créés par l'État du Sénégal en l'espace de 4 ans, de la poudre aux yeux pour Ndongo Samba Sila. L'économiste estime que c'est trop facile d'avancer des chiffres sans les sourcer. 234 000 emplois, ça me paraît beaucoup. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces chiffres, quelles sont les sources. Donc sur la base juste d'un chiffre, on ne peut pas faire beaucoup de commentaires. Il aurait fallu qu'on voit les sources, s'il y a des enquêtes ou pas. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore d'enquête publiée qui donne ce chiffre. Concernant la politique de l'emploi du président Macky Sall, l'économiste juge la démarche. La question qui est importante, ce n'est pas le nombre absolu d'emplois qui a été créé. C'est les emplois nets. Ils ont dit qu'ils ont créé 234 000 hors secteur rural et d'autres domaines, ce qui est imprécis. Il faut dire dans quel secteur ces emplois ont été créés. Est-ce que c'est le secteur moderne ou le secteur informel? Quelle est la qualité de ces emplois? Est-ce que c'est des emplois à temps plein, des emplois à temps partiel ou des emplois plus atypiques? Et dire combien d'emplois ont été détruits et faire le solde. Par exemple, quel est le taux de chômage chez les diplômés? Ce genre de choses. Mais juste annoncer un chiffre comme ça n'a pas de sens. Ce n'est pas des emplois forcément productifs et des emplois qui peuvent permettre, disons, de résoudre la question de la pauvreté et qui peuvent permettre d'insérer nos jeunes diplômés dans des, disons, structures productives intéressantes. La création de 234 260 emplois en 4 ans avait annoncé le porte-parole du gouvernement en marge du Conseil interministériel sur la création et la politique de l'emploi. Des informations qu'il faut prendre avec des pincettes de l'avis de l'économiste. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le climat est toujours tendu alors que l'amicale de la faculté de droit est en grève illimitée. Hier, jeudi, des manifestations ont éclaté sur le campus universitaire. Les forces de l'ordre ont rapidement rejoint les lieux, une présence que dénonce le coordonnateur du SAES UCAD. D'après Yankhoba Sedi, il y a une violation des franchises universitaires. Mambiram Diouf et Mardien. Un lieu sous haute surveillance en témoigne la présence de ces forces de l'ordre sur place. La journée de jeudi n'a pas été de tout repos pour cet étudiant qui était au front. Nous étions au niveau de la Corniche Ouest. Nous avons retenu la Corniche Ouest pratiquement pendant plus d'1h30 minutes. Et également nous avons été là-bas au niveau de l'avenue Cheikh Anta Diop. Étudiant en licence 3, droit des affaires, Serigne Ahmadou Sène et ses camarades qui ne sont pas prêts à retourner dans les amphis demandent le master pour tous. C'est possible dans la mesure où une licence en droit ne sert absolument à rien dans le marché du travail. Imaginez-vous retenir un étudiant pendant presque 3 ans pour certains, pour d'autres 4 ans et pour certains même 5 ans. Parce que parfois il y a des étudiants qui reprennent la première année et la deuxième année. Nous, du SAES, quand ils nous avaient saisi en son temps, nous avons été très clairs avec eux que le master pour tous n'existe dans aucune université au monde. Et pour dire que nous disons la vérité aux étudiants aussi, mais il faudrait reconnaître quand même que les étudiants ont le droit de manifester parce que nous sommes dans un espace académique où il y a la liberté. Cependant, Yankhoba Sedi reconnaît aux étudiants le droit de manifester. À la police, il pense qu'elle viole la loi 94/79 des franchises universitaires parce que selon lui, rien ne justifie sa présence dans le campus pédagogique. La police peut entrer dans le campus, c'est quand la vie des personnes à l'intérieur est en danger. À ce moment, la police peut prendre l'initiative, même sans l'autorisation du recteur, d'entrer. Mais à mon avis, et vous le conviendrez avec moi, on n'était pas dans une telle situation. Pour un apaisement du climat, Serigne Ahmadou Sène lui prône le dialogue sans quoi ils vont saisir la justice. Nous sommes prêts à aller devant la justice parce qu'en France, ils l'ont fait récemment et ils ont obtenu gain de cause. À l'UCAD, l'atmosphère quiète et changeante, tel le grain de sable du désert. À la fac droit, l'espération semble de mise au niveau des bancs publics.
Le mot d'ordre de grève du syndicat autonome des enseignants du Sénégal levé depuis mercredi dernier. Parmi les revendications du CES, certaines sont sur le point d'être satisfaites. C'est le cas par exemple de la réforme des titres qui doit être adoptée vers la fin du mois. Parallèlement, le coordonnateur du CES félicite l'initiative du président Macky Sall qui s'est engagé à tenir des consultations nationales. Écoutons Yankhoba Seydi. Ses propos sont recueillis par Mame Biram Diouf. En tout cas, il y a des propositions, c'est surtout sur la revalorisation de la pension de retraite, mais également la prise en charge sanitaire et surtout la réforme des titres. Dans la réforme des titres, l'arrêté de mise en œuvre, il est déjà dans toutes les universités. Ça veut dire qu'en principe, le mois à ce mois-là, eh bien, nous devons voir l'effectivité de cette réforme des titres. Et maintenant, on attend les militants à Dakar, malgré le fait qu'ils aient dit oui, il faut lever le mot d'ordre, mais on dit soyons vigilants de toute façon. La vigilance sera toujours de mise du côté du SAES. Ça, c'est très compiler tous les autres PV des autres campus parce que c'est comme ça que nous fonctionnons de façon très démocratique. S'il y a une majorité de campus qui se dégage vraiment pour que le mot d'ordre soit levé, je peux vous dire que dans les jours à venir, le SAES prononcera la décision qui aura été prise dans les campus. Pas encore saisi, mais le SAES saisi, eh bien, participera toujours, puisque la base du SAES a toujours demandé au SAES de ne pas faire la politique de la chaise vide. Et puis on passe à la culture avec la 12e édition de la Biennale de Dakar. La rédaction est partie à la rencontre de l'artiste peintre Matar Pouye. Il est à l'origine d'une exposition intitulée Les Racines et à travers laquelle il dénonce l'abattage des arbres et la déforestation. Ibou Diouf et Alioune Diagne ont pu admirer ses œuvres d'art au caractère parfois surréaliste. Reportage. Partir d'un arbre et de ses composantes pour arriver à cette installation, l'artiste Matar Pouye porte son choix sur les racines, sans oublier les vertus. Ce qui est en dessous de l'arbre est plus intéressant encore parce que j'ai eu la chance de voir un arbre abattu et j'ai été inspiré par ces racines et j'ai commencé à jouer avec ces racines-là et ça s'est démultiplié jusqu'à me donner des animaux surréalistes, si on peut dire quoi. Et ça peut contribuer aussi à la lutte contre feux de brousse, ceux qui abattent les arbres dans les forêts. Avec la main du maître, Matar Pouye a réussi à travers ses racines présenter des figures certaines, parfois surréalistes. Apporter notre contribution par rapport à l'environnement et essayant d'en faire de ces racines-là des sculptures peurantes que les gens même peuvent être peurs par rapport à la forme peut-être et la manière dont nous allons travailler ces racines abattues. Le message est clair, une manière de chanter les vertus de l'art, l'importance de ces racines qui cachent aussi de multiples secrets. Uniquement l'arbre, il ne faut pas abattre les arbres, principalement. Et voilà, ça va me donner l'occasion aussi de dire aux organisateurs de la Biennale, il ne faut pas aller aussi vite que le vent. Et nous n'avons pas besoin des thèmes qui nous viennent un peu en or comme la maison ciel bleu, je ne sais pas quoi, n'importe bleu. La Biennale du Dakar, c'est aussi des installations. À côté de ses œuvres visuelles, l'artiste tente de véhiculer son message, l'arbre et ses racines, à travers sa production. L'actualité hors de chez nous, l'actualité internationale, c'est en 4 titres. La démission du ministre de la Défense israélien, les 5 personnes accusées d'être à l'origine de l'attentat contre l'université de Garissa à Nairobi devant la barre, la libération d'une 2e fille otage de Boko Haram par l'armée nigériane et puis les derniers développements du crash du vol d'Égyptair. L'actualité internationale, c'est avec Daniel Diouf. Sandry. L'armée égyptienne a annoncé avoir trouvé vendredi des débris et des effets personnels des passagers du vol Paris-Le Caire d'Égyptair qui s'est abîmé la veille en mer Méditerranée avec 66 personnes à bord. Les recherches pour retrouver les restes de l'appareil se poursuivent. Selon le chef de la diplomatie française, un avion est déjà sur place, un autre va suivre, des navires aussi. Jean-Marc Ayrault devrait recevoir samedi les familles des passagers et les représentants de l'État. L'avion qui reliait Paris au Caire a disparu des radars grecs alors qu'il venait d'entrer dans l'espace aérien égyptien. Il est tombé au large de l'île de Karpathos, selon les autorités grecques. Selon Égyptair, 30 Égyptiens, 15 Français, 1 Britannique,
un Canadien, un Belge, un Portugais, un Algérien, un Soudanais, un Tchadien, 2 Irakiens, un Saoudien et un Koweïtien se trouvaient à bord. Rendu à la résidence du président. Au Nigeria, une deuxième fille enlevée il y a plus de 2 ans par le groupe islamiste Boko Haram a été récupérée par les militaires, selon le porte-parole de l'armée. Sarah Luka a été sauvée en même temps que 97 femmes et enfants lors d'une opération conjointe de l'armée et des miliciens dans l'état de Borno. Une première jeune fille avait déjà été récupérée par les militaires mardi. Amina Ali figurait parmi les 219 enlevés en avril 2014 par les militants de Boko Haram. Était de nouveau à la barre. Les 5 accusés de l'attentat contre l'université de Garissa au Kenya en avril 2015, de nouveau à la barre à Nairobi. 4 jeunes Kenyans d'origine somalienne et en tanzanien font l'objet de 162 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme et conspiration en vue de commettre un attentat. Ils ont plaidé non coupables. Les juges devront donc démontrer leur implication dans cet attentat dans lequel les 4 assaillants avaient été tués. L'attaque de l'université de Garissa avait coûté la vie à 148 personnes, dont 142 étudiants. Elle avait été revendiquée par les Chebabs somaliens. Enfin, démission du ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, ce vendredi. Une démission qui survient alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou était en pleine tractation pour élargir sa coalition. Moshe Yaalon a annoncé sur son compte Facebook qu'il démissionnait parce qu'il n'a plus confiance en Benjamin Netanyahou. Ses désaccords avec le Premier ministre sont notoires. Il regrette que des éléments extrémistes et dangereux s'emparent d'Israël et du mouvement Le Likoud, notamment des dirigeants politiques qui ont choisi la voie de l'incitation à la haine et à la division de la société israélienne. Bienvenue dans la page des sports. Rémi Juteau fulmine. Le président de l'Olympique de Ngor dénonce plusieurs faits qui, selon lui, ont beaucoup contribué à la mauvaise passe du club de football cette saison. Pour plus de détails, pour plus d'explications, je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Chersadi Boudiara et Tierno Laurent Mendy. Je me bats pour de l'argent, je me bats pour l'équipe. On a d'énormes problèmes parce que l'acte 3 nous empêche de recevoir 1 centime depuis 2 ans de la mairie de Ngor à cause de l'acte 3, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça commence à poser un problème, ça commence à m'énerver aussi. Je n'ai pas jamais demandé de jouer à Demba Diop, on me l'a imposé, mais ne serait-ce qu'un entraînement, c'est 60 000 francs entre le transport et la location du stade. Et en plus, on a fait tous nos matchs déficitaires, même quand vous rencontrez le Kazakh qui amène beaucoup de gens, avec toutes les dépenses, parce que je dis que c'est un peu une arnaque à Demba Diop, parce que moi je compare les frais que j'ai sur le stade et les frais de Demba Diop, c'est du simple au triple. Il faudrait que la Ligue professionnelle se voit avec la Ligue de Dakar, avec le stade de Demba Diop. On ne doit pas faire payer aussi cher certaines personnes qui ne sont pas spécialement efficaces dans les organisations. Bon, 3 ou 4 trêves dans l'année, c'est pas normal. Ça veut dire qu'on a passé de match. Excusez-moi, à faire autant de trêves dans un calendrier. En basketball, la 14e édition du Hoop Forum a débuté ce vendredi à Thiès. L'événement qui réunit des centaines de jeunes filles et garçons prendra fin ce dimanche au Monument de la Renaissance avec la présence de grandes stars du basketball. Les organisateurs ont fait face à la presse ce vendredi, compte rendu avec Chersadi Boudiara, Chertidiane Diao et Younous Diata. Pour contribuer à la formation des jeunes basketteurs au Sénégal, la SID Academy organise son traditionnel Hoop Forum. La 14e édition du genre prend fin ce dimanche avec 4 finales et 2 All-Star Games chez les filles et chez les garçons. Le programme commence demain officiellement à Thiès, au niveau du Sénat de Thiès, avec un camp d'élite bouclé en apothéose avec les finales LLP et aussi les All-Star Games garçons et filles au niveau du monument de la Renaissance africaine.
Ça va être une première. Nous avons aménagé des terrains de basket et nous invitons vraiment le grand public à venir soutenir ces jeunes, voir ce que le LLP programme est en train de devenir, parce que nous entendons pouvoir l'élargir au-delà de Thiès et Dakar où en ce moment le programme est focalisé. Avec le programme Live, Learn and Play en appoint depuis 2 ans, la Seed Academy se targue d'avoir déjà un impact sur le basketball sénégalais. On enseigne la pratique du basket, mais aussi des capacités de vie courante que ces jeunes basketteurs, en dehors du terrain aussi, apprennent des valeurs civiques, à être des membres responsables de leur communauté, à se prendre en charge et d'avoir une conscience que le développement de l'Afrique va passer par eux. La clôture du Hope Forum 2016 au Monument de la Renaissance sera rehaussée de la présence de stars africaines de basketball, Gorgui Sidian et Olomide, le Nigérian, en l'occurrence, pour transmettre un peu de leurs compétences aux plus jeunes. Un événement sportif sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de celle-ci. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 0h avec le tout en images. En attendant, je vous dis à demain, 20h pour le journal de 20h justement. Et je laisse la passe à Bouba pour la permanence. Bonsoir Léa, qui passera le week-end ici à la télé, tout en information, je vous rassure. Merci de nous rester fidèles. La suite du journal, c'est l'invité qui arrive juste après ceci.